C'est Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Parti Les Républicains, député des Alpes-Maritimes et vous faites partie des élus qui ont la chance de voir à l'avenir une nouvelle brigade de gendarmerie dans leur circonscription ou dans leur département. 238 nouvelles brigades annoncées hier par le chef de l'État. Emmanuel Macron parle d'ailleurs d'un réinvestissement historique. Est-ce que vous saluez cette décision ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Elle était inscrite dans la loi d'orientation pour la sécurité, la LOPMI, que nous avons votée en cohérence à l'Assemblée nationale. Les moyens nouveaux sont toujours utiles. Après, on a une situation de l'insécurité qui n'a jamais été aussi dégradée dans notre pays. Le président reconnaît hier soir qu'il y a un problème de sécurité partout, dès lors qu'il n'y a pas de présence. C'est pour ça qu'il faut en remettre. Il vient d'ailleurs corriger ce que la droite avait défait, Éric Ciotti. L'Élysée s'est pas privé de souligner qu'il y avait eu des brigades de gendarmerie, des postes de force de l'ordre supprimés sous Nicolas Sarkozy. C'est beaucoup plus compliqué. Sous Nicolas Sarkozy, la délinquance baissait, la criminalité baissait. Depuis 2012, les homicides et tentatives d'homicide ont augmenté de 110%. C'est-à-dire que pour vous, ce n'est pas les brigades et les forces de l'ordre qui font augmenter coups la et blessures volontaires, la délinquance du quotidien que subissent nos concitoyens quand ils peuvent plus sortir tranquillement dans la rue a augmenté de 65%. Et l'année dernière, les chiffres sont sortis vendredi, plus 15% de coups et blessures en 2022, plus 9% d'homicides, plus 11% d'agressions sexuelles. Alors qu'il y a plus de forces de l'ordre depuis le début. La réalité, elle est là, mais ce n'est pas qu'une question. Ce n'est pas le bleu dans la rue. C'est pas qu'une question de force de l'ordre. C'est une question aussi, et je dirais essentiellement, de réponse pénale. Ce que j'attends du président de la République, c'est qu'il accélère considérablement sa promesse non tenue de créer de nouvelles places de prison. Aujourd'hui, on a 74 000 détenus dans nos prisons pour 60 000 places. J'ai fait voter un amendement qui augmentait dans la loi d'orientation pour la justice le nombre de places, mais on ne fera rien. Il faut arrêter de penser que ce sont simplement les policiers et les gendarmes qui peuvent lutter contre la criminalité. Les gendarmes arrêtent les personnes, mais faut-il encore qu'elles soient jugées et qu'elles soient sanctionnées? C'est une bonne brique, mais nécessaire, mais pas suffisante. Il y a des maillons de la chaîne qui doivent être solidaires. Ça passe aussi par la responsabilité parentale. On a beaucoup de mineurs et de plus en plus de mineurs délinquants. Il faut rétablir ma loi qui permettait de supprimer les allocations familiales. Ça, le gouvernement l'a écarté. Il faut des places de prison, beaucoup plus. Il faut des structures adaptées. Il faut de l'autorité à l'école, dans la rue. Il n'y a pas d'autorité du ministre de l'Intérieur et du chef de l'État aujourd'hui ? Mais en tout cas, ce qui a été fait depuis 2012, et vous évoquiez, mais vous savez, on peut sereinement comparer les périodes. Ce qui a été fait depuis 2012 a participé à une baisse de l'autorité, à un affaiblissement des messages de l'autorité, que ça soit dans la famille, que ça soit à l'école ou que ça soit dans la rue. Pour porter vos messages, Éric Ciotti, c'est souvent posé la question de savoir si oui ou non les Républicains pouvaient travailler au gouvernement avec Emmanuel Macron. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a été réélu hier à son poste. Avant les sénatoriales, il avait laissé entendre que la question ne pourrait se poser qu'après les sénatoriales. Maintenant que les sénatoriales sont passées, la question se pose-t-elle ? Gérard Larcher ferait-il un bon Premier ministre d'Emmanuel Macron ? D'abord, je salue la réélection de Gérard Larcher. C'est une belle victoire pour le Sénat, pour Gérard Larcher, qui a marqué à la fois qui a réhabilité la force du Sénat, assemblée de contrôle du gouvernement. Il a montré dans bien des circonstances, avec des commissions d'enquête très pertinentes, assemblée de propositions. Gérard Larcher est un membre éminent de notre famille politique. Je me réjouis que la droite républicaine ait gardé et montré sa force au Sénat. C'est une bonne chose. Mais vous ne me répondez pas sur il a beaucoup de talent. Aujourd'hui, ce que nous disons avec Gérard Larcher et avec tous les responsables de notre famille politique, nous sommes indépendants. On voit bien que certains nous regardent avec les yeux du prédateur qui convoite sa proie. Nous ne sommes pas à vendre, nous avons une histoire et nous n'avons qu'une ambition, c'est retrouver la première place, la seule que nous voulons pour redresser le pays. Mais cette première place, elle peut être à Matignon ? Elle est la première place. L'objectif, je l'ai fixé en étant élu président des Républicains, c'est 2027. C'est la présidence de la République. Après, texte par texte, il y a des sujets sur lesquels nous pouvons faire œuvre utile pour le pays. Quand nous votons la semaine dernière un amendement qui
qui rend obligatoire une contrepartie au RSA. C'est une proposition des Républicains. Quand nous créons des places avec la majorité présidentielle, la preuve que vous pouvez travailler ensemble. Quand nous créons des places de prison supplémentaires, c'est une proposition des Républicains. Donc nous sommes une opposition responsable, utile, mais nous sommes une opposition. Mais donc si Matignon est proposé à Gérard Larcher, il aura votre soutien ou votre veto? Je crois que cette question, elle ne se pose pas et elle ne se posera pas. Gérard Larcher l'a dit très clairement, je crois que c'était sur votre antenne d'ailleurs. On va revenir à la question de votre attitude et de ce que vous attendez justement des parlementaires LR. Laurent Wauquiez, on parlera de son cas personnel dans un instant, mais ce week-end évoquait l'idée que dans votre famille politique, je le cite, on ne dépose pas des motions de censure à tout va pour le simple fait de faire tomber le gouvernement et prendre le risque de rajouter du chaos et du désordre. Est-ce que ça veut dire qu'une motion de censure est possible ou impossible pour les Républicains dans les mois à venir? Je partage ce qu'a dit Laurent Wauquiez, je l'ai dit le même jour, dans les mêmes termes. Je crois que voter une motion de censure sur un texte budgétaire souligne très clairement qu'on est prêt à participer à la construction d'un budget avec une autre majorité. Je ne vois pas, je vous le dis très sincèrement, aller toquer à la porte de M. Mélenchon pour lui dire on se met autour de la table et on travaille à un budget alternatif. Donc pas de censure sur le budget. Si cette motion était votée sur un texte budgétaire, ça voudrait dire qu'on participe d'une autre majorité dans laquelle il y aurait les amis délirants de M. Mélenchon. Et donc si ce n'est pas sur le budget... Jamais. Sur l'immigration, par exemple? Après la motion de censure, on l'a dit, ni tabou, ni totem. C'est la formule d'Alain Marlex, elle me va bien. Olivier Marlex, pardon. Elle me va bien. Là-dessus, il y a une arme institutionnelle qu'il faut utiliser avec parcimonie, mais qu'on ne s'interdit pas d'utiliser. Et notamment, si les intérêts vitaux de notre pays pouvaient être remis en cause par un texte, ça pourrait être le cas s'il y a une mesure de régularisation dans le texte immigration qui est annoncé. Mais ce que vous nous dites là, c'est que si la mesure régularisation de création, des clandestins. Si la mesure de création d'un titre de séjour sur les métiers en tension, ce que vous appelez régularisation des clandestins, est dans le texte de loi immigration... C'est factuel. Oui, mais c'est juste pour préciser, je mets le lexique du gouvernement et le vôtre face à face. Le gouvernement veut régulariser des personnes qui sont entrées illégalement sur le territoire national, qui travaillent dans des conditions illégales. Donc aujourd'hui, nous refusons tout message dangereux de régularisation. Mais pourquoi soyons très concrets. Pourquoi on la refuse? C'est pas par idéologie. Parce que quand il y a 11 000 personnes qui sont arrivées à 2 semaines... Je vois bien que vous n'allez pas répondre à cette question. Si on les régularise, il va en arriver d'autres, non? Vous ne pensez pas? Si cette mesure est dans le texte de loi, est-ce que ça entraîne automatiquement le dépôt d'une motion de censure par les Républicains? En tout cas, ça entraîne une opposition à ce texte. Après, c'est au gouvernement de choisir la procédure. S'il y a un 49.3, la conséquence sera une motion de censure, bien sûr. Si nous avons voté, puisque préalablement, nous aurions voté contre une disposition dangereuse pour la cohésion du pays, qui pourrait accroître les flux d'immigration illégale et donc remettre en cause, quelque part, nos modes de vie. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté, le courage de dire qu'on ne peut pas continuer à accueillir environ 500 000 étrangers en situation légale chaque année. Chaque année, 1 600 000 titres de séjour ont été accordés sous le précédent mandat d'Emmanuel Macron. Et qu'on ne peut pas en plus accueillir des étrangers en situation irrégulière qui seraient quasi automatiquement certains d'être régularisés. Bon, les choses sont claires. C'est une folie. C'est une folie. Une motion de censure. Si le gouvernement trouve une voie de compromis qui serait de dire on fait ça par voie réglementaire ou une circulaire, là dans ce cas-là, si c'est sorti du texte, vous pourrez soutenir le texte. La gravité de la situation migratoire, ses conséquences sur l'insécurité, c'était le premier sujet de votre émission. De notre entretien, oui. Sur le communautarisme islamiste. Aujourd'hui, ce sont des mots qui gangrènent notre nation, qui conquièrent des territoires. Si le compromis, on a essayé là-dessus, depuis 2012, c'est une forme de laxisme généralisé en matière migratoire. Les flux continuent de croître. Donc ce qu'il faut, c'est le sens des propositions des Républicains, c'est changer de cadre. Jamais les Français ne se sont prononcés pour dire ce qu'ils veulent en matière d'immigration. C'est pour cela qu'on demande de changer la Constitution. C'est pour cela qu'on veut
un grand référendum. Il y a eu des C'est élections pour quand même, ça- Eric Ciotti. Et Emmanuel Macron n'est pas arrivé avec son Oui, mais projet par la Direct. volonté Moi, d'esprit. je souhaite qu'on interroge directement les Français sur l'immigration. Quand on le fait par sondage, ils disent à plus de 3/4, quelquefois 80%, qu'ils veulent que les délinquants étrangers soient expulsés. Pourquoi on le Ce qui fait aujourd'hui pas n'est pas possible. Ils Emmanuel veulent. Macron a ouvert la Ben porte oui, à ce c'est qu'on pas réfléchisse aux possible, mais modifications c'est pour demain. c'est la passivité. Ils veulent qu'on accorde le statut de réfugié à l'extérieur du pays, avant que des personnes qui n'ont aucun droit pour le prétendre et qui dévoient ce principe noble du statut de réfugié arrivent en France. Justement, pour bien Comme c'est comprendre le sur cas les aujourd'hui. réfugiés, Éric Ciotti, vous souhaitez qu'il y ait moins de demandeurs d'asile sur notre territoire, ça c'est très clair. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait moins de réfugiés sur le territoire français? Moi, je souhaite que la procédure qui octroie le statut de réfugié soit plus dévoyée. On a eu les chiffres, là aussi, de l'OFPRA la semaine dernière, plus 14%. On était à 156 000 Vous considérez en qu'on 2022. octroie le statut à tort de réfugiés? Les deux, c'est pas moi qui le dis, ce sont nos autorités administratives et judiciaires, l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Environ 65% des demandes du statut de réfugié sont refusées. Ce sont des Il y a une déboutés. différence entre les demandeurs d'asile et les réfugiés. Oui, Moi, ce que mais je demande, c'est si vous souhaitez moins de réfugiés. Est-ce qu'on doit revoir notre règle d'accueil des réfugiés politiques? C'est pas une question de nombre. Le statut de réfugié, il est donné par des autorités administratives. Donc ça, vous ne le en remettez fonction pas en du cause. parcours des personnes qui viennent. Mais ce que je remets en cause, c'est qu'on utilise cette procédure noble qui a pour but de protéger ceux qui sont opprimés dans des pays en guerre. Et aujourd'hui, c'est dévoyé. Ceux qui arrivent aujourd'hui, regardez les statistiques. Donc, je vous dis, Dans les plus demandeurs d'asile, 14%, pas forcément dans ceux qui on sera obtiennent le pas statut. loin de 200 000 demandeurs d'asile en 2023. C'est un record historique, sans doute entre 180 000 et 200 000 si on Mais prolonge les j'insiste, il ne chiffres. faut pas confondre les demandeurs d'asile et ceux qui obtiennent le statut de réfugié. Mais justement, parce que dans ces 200 000, il y en aura les 2/3 qui seront déboutés, mais qui vont rester sur le territoire national, puisque quasiment aucun ne sera expulsé. C'est ça qu'on veut remettre en cause, et on veut le remettre en cause de façon simple. La demande, elle se fait à l'extérieur du pays. Si on octroie le statut de réfugié, la personne peut venir en Europe. Si elle ne l'en bénéficie pas, elle reste à l'extérieur. Et il ne faut pas qu'il y ait finalement une chance au grattage et au tirage. Que si on est refusé en France, on aille demander en Allemagne. Il faudra que cette demande, elle vaille pour tous les pays d'Europe. Pour défendre vos convictions sur ce thème-là, qui sera certainement d'ailleurs l'un des enjeux de la campagne des Européennes, d'ailleurs les partis qui ont commencé leur campagne en parlent, c'est le cas du RN, c'est le cas de Reconquête, qui, vous avez décidé, qui de François-Xavier Bellamy, de Vincent Jeanbrun, de vous-même même, puisqu'apparemment Nicolas Sarkozy le souhaite, qui va porter cette liste? Vous le saurez en temps utile. Ce sera quand? Ce sera autour de la fin de l'année. On n'a pas à se précipiter. Je crois que les Français n'ont pas du tout la tête à la campagne des élections européennes aujourd'hui. Ils sont confrontés aux difficultés du quotidien, du pouvoir d'achat, du matraquage fiscal, aux problématiques d'insécurité. Vos concurrents de RN et Reconquête ont déjà bien la tête aux européennes. Nous serons prêts, nous travaillons au projet. Il ne vous a pas échappé que j'ai nommé hier vice-présidente du parti Emmanuel Mignon pour justement bâtir un projet audacieux par les idées. Nous travaillons avec François-Xavier Bellamy, avec Michel Bruno Retailleau dit que c'est Barnier. le candidat naturel pour les européennes, François-Xavier Bellamy. En tout cas, il est sortant, il dirige la délégation française au sein du Parti populaire européen, le PPE. Donc il a une légitimité forte, il a un bilan de grande qualité. Je pense notamment à l'interpellation très courageuse et très visionnaire qu'il a fait du chancelier allemand Olaf Scholz, en disant que cette dérive européenne sous la pression allemande nous a conduit à beaucoup d'erreurs sur les questions migratoires, sur la question nucléaire. Donc il a exprimé une force. Eh bien, il a ça ne suffit pas pour dire que c'est lui. Il a une légitimité. Nous en débattons. Et vous, à sereinement. titre personnel, ça pourrait être une option, votre candidature, ou ça c'est exclu? Je ne suis pas dans cette idée, mais toutes les options seront évaluées précisément. Je consulte aujourd'hui les responsables de notre famille politique. Et rassurez-vous, nous serons prêts et nous porterons une voix très très forte, une voix qui ne soit pas en opposition à l'Europe, parce que nous avons besoin de l'Europe, mais une voix qui soit celle d'une Europe sans doute différente, une Europe qui protège ses frontières,
une Europe à la fois des flux migratoires, mais aussi des importations Et donc à la fin de l'année, émettrices de gaz à effet de serre. Quand on parle d'enjeux climatiques, on sait que la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont importées en France. Justement. Ça veut dire qu'il faut changer de cadre à un moment. Tout ça, c'est le moment des élections européennes, on en a parlé, la présidentielle à venir, c'est encore loin, mais vous avez pour le coup un presque candidat pour la présidentielle, puisque Laurent Wauquiez a dit ce week-end, j'y suis prêt. Est-ce que c'était quoi? C'était une presque déclaration de candidature? Je me réjouis et j'ai été heureux de cette déclaration de Laurent Wauquiez. Vous connaissez ma position. Nul n'est besoin que je la réitère. J'ai toujours considéré que Laurent Wauquiez était celui qui disposait du plus d'atouts pour porter ce message d'alternance dont notre pays a besoin. Donc il avance sur ce chemin, il nous l'a dit, et j'en suis heureux. Et la vraie déclaration de candidature, ce sera quand? Vous savez, quand on est candidat à l'élection présidentielle, c'est un lien particulier entre le peuple de France et le candidat. C'est à lui qu'appartient ce moment si singulier, si important. Mais en tout cas, il a ouvert cette route et je crois que la direction est fixée et le cap est fixé. Vous faisiez allusion au sondage sur l'immigration. Quand on regarde les sondages sur Laurent Wauquiez, pour le coup, il est loin d'avoir créé ce lien avec le pays. Il est très loin derrière d'autres hommes de droite. Vous êtes suffisamment averti sur l'histoire politique de notre pays. Je crois jamais ceux qui ont été en tête dans les sondages 4 ans avant n'ont gagné une élection présidentielle. Aujourd'hui, les élections, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon où il faut être bon dans les derniers mètres. Eh bien, on s'y prépare. Croyez-moi, on s'y prépare méthodiquement. Et ce que nous faisons dans l'organisation de notre famille politique, qui a souffert, qui a failli disparaître, participe de cette stratégie, notamment sur le débat d'idées que nous voulons renouveler. Alors, parlons des idées, vous avez annoncé hier, et puis elle a donné d'ailleurs une interview à nos confrères du Figaro, le retour d'Emmanuelle Mignon dans la famille LR. Je rappelle qu'elle a très longtemps accompagné Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, il y a 20 ans, elle était déjà en charge du projet de la famille politique qui s'appelait l'UMP à l'époque. Elle sera désormais votre vice-présidente en charge des idées du projet. Se réinventer aujourd'hui pour LR, c'est revenir 20 ans en arrière? Sûrement pas, mais c'est utiliser les méthodes. D'ailleurs, elle a dit, Emmanuelle Mignon, qui est quelqu'un qui porte une réflexion sur l'avenir de notre pays, au travers des idées neuves, l'a dit. Il ne faut pas utiliser les mêmes idées, les mêmes sujets, bien entendu. Il faut se renouveler, il faut faire face aux nouveaux défis. Ce ne sera pas le retour du travailler plus pour gagner plus, il y a une méthode. Il y a une méthode très, très forte qu'on doit utiliser. Celle du bouillonnement d'idées. Travailler plus, gagner plus, c'est une idée qui est toujours pertinente. Moi, aujourd'hui, je crois que des principaux défis auxquels notre pays doit faire face, c'est celui de la rémunération du travail. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui nous écoutent, qu'ils soient retraités ou qu'ils soient salariés, qui souffrent aujourd'hui de la crise du pouvoir d'achat. Pourquoi? Deux raisons. Un, des impôts et des charges trop lourds et des salaires trop faibles. Et pourquoi les salaires sont trop faibles? Parce que la moitié d'un salaire versé par un patron part vers l'État. Mais tout en ne marche cotisation. Pas pour autant, Pascal Perry, vous avez remarqué cotisation. sur ce plateau tout à l'heure. Donc la réalité, elle est là. Votre proposition de dire on va baisser la durée de l'indemnité chômage, par exemple, pour dégager des marges budgétaires, ça ne marche pas parce que c'est une assurance qui n'est pas dans le pot commun de l'État. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ne marche pas? Parce que l'assurance chômage est une assurance qui est disjointe du budget de l'État. Moi, ce qui compte, c'est l'ensemble des prélèvements. Ah oui, mais il n'y a pas des tuyaux partout. Non, c'est l'ensemble des prélèvements obligatoires. Il y a des cotisations chômage qui pèsent. Quand un patron fait sa feuille de paie, votre patron à TF1 vous fait votre feuille de paie, il paye des cotisations chômage qui sont le fruit du montant de l'indemnisation chômage au niveau de 39 milliards d'euros par an. Quand en Allemagne, la durée de prise en compte pour bénéficier du chômage, elle est aujourd'hui 2 fois plus élevée qu'en France. La durée, le taux de ce qu'on appelle de remplacement, c'est-à-dire le nombre de jours cotisés pour avoir un jour d'indemnisation chômage, il est beaucoup plus faible dans d'autres pays. Donc il y a un enjeu. Moi, ce que je souhaite, c'est que le travail rapporte plus. Donc on ait des salaires plus élevés grâce à la diminution des prélèvements obligatoires qui sont le record du monde. Et que de l'autre côté, les périodes d'inactivité qui doivent être accompagnées par la solidarité
le soit de façon moins généreuse. Éric Voilà. Ciotti. L'inactivité doit moins payer et le travail doit plus rapporter. C'est assez simple. Juste, Emmanuel Je Macron, pour l'assume. savoir, Il y en a qui sont opposés, mais c'est un vrai débat. c'est une suggestion de Nicolas Sarkozy? Non, sur le retour d'Emmanuel Macron. absolument pas. Vous en avez parlé avec lui? Non, je n'ai pas parlé avec lui. C'est un échange depuis plusieurs mois que j'ai eu personnellement avec Emmanuel Mignon, et je la remercie très fortement de s'engager, parce qu'elle est aussi le symbole d'une méthode qui a réussi en portant un débat d'idées. On gagnera par le débat d'idées, on gagnera par l'incarnation, on en a parlé avec Laurent Wauquiez, on gagnera par une famille renouvelée dans ses méthodes de travail. Quand on crée une académie de formation, quand on crée un média des Républicains, tout ça participe de cette volonté certains créent même leur de propre revenir. mouvement, comme David Lisnard qui inaugure tout à l'heure son siège parisien de Nouvelle Énergie. Vous y serez? Je ne suis pas certain d'y être. Moi, je suis en charge d'une démarche collective au sein de la famille. Après, tous les talents au sein de cette famille sont les bienvenus. Le moment venu, il faudra être tous ensemble. Et éventuellement faire une primaire, même, comme dirait David Lisnard. Merci beaucoup, Éric Ciotti, d'avoir été l'invité de LCI ce matin.